The Mortal Instrument, La malédiction des anciens, livre 1, Les parchemins rouges. Si le titre à rallonge plutôt indigeste n'était pas déjà assez équivoque en soi, sachez que ce premier tome, spin-off de la série plus connue sous le nom de Shadowhunters à la télévision, est sorti fin 2019 aux États-Unis et début 2020 en France. Si tout ça n'était pas annonciateur de la catastrophe... Pour commencer, une fois n'est pas coutume, et pour être tout à fait honnête, j'ai toujours préféré la série télévisée au livre, et je ne sais pas si c'est à cause de la traduction ou simplement à cause de l'auteur, mais le style littéraire de Mortal Instrument est plus que basique, pour ne pas dire mauvais. Je pense qu'au-delà du fait que ça reste une série pour adolescents classique, ce qui n'est pas toujours un mal, il en existe de très bonnes, c'est une série dont le concept est beaucoup plus intéressant que l'histoire dépeinte par l'auteur. Forcément, le fantastique, les anges, les vampires, les loups-garous, le petit peuple, c'est un sujet passionnant qui interpelle à tous les coups la curiosité et l'intérêt des lecteurs. Malheureusement, l'exécution n'est pas très bonne, même si ça se laisse lire. Mais si vous suivez mes Kwamanga et que vous commencez à connaître mes goûts, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a deux personnages qui ont particulièrement retenu mon attention dans la série de base, et ces personnages, ce sont Alexander Lightwood et Magnus Bane. Un couple entre un néphilim, être mi-ange, mi-humain, et un sorcier mi-homme, mi-démon, ça a tout de suite titillé ma fibre romantique. Alors évidemment, quand j'ai su qu'un spin-off entièrement dédié à eux allait sortir, j'étais ravie. Et ma déception a été d'autant plus grande que bon sang, je les aime ces personnages, et j'aime cet univers aussi. Pour commencer à parler de ce tome pour de bon, mon impression globale, c'est que l'auteur a toujours beaucoup de mal à gérer la romance, ce qui était déjà un peu récurrent avant, et qu'on dirait plus une mauvaise fanfiction de son œuvre qu'un spin-off officiel. Peut-être qu'une adaptation télé améliorerait les choses, comme ça a été un peu le cas pour les premiers livres, mais je ne compte pas trop là-dessus puisqu'ils se sont arrêtés avant d'avoir déjà fini d'adapter les 6 bouquins de l'histoire principale. Donc, pour en revenir à la au spin-off, il se déroule après la guerre contre Valentine, le grand méchant, qui a opposé des Néphilim voulant la mort de tout ce qui n'est ni ange ni humain, aux Néphilim prônant le droit de vie pour tous et soutenus par les créatures obscures menacées par Valentine et ses sbires. Après cette guerre donc, Magnus et Alec décident de partir en vacances tous les deux, histoire de s'éloigner du tumulte de leur vie quotidienne et de profiter de leur couple tout beau tout neuf. Je n'avais vraiment pas envie de dire ça, mais voilà le problème numéro 1. L'auteur fait n'importe quoi avec sa romance. Elle oscille entre le chaste pudique et les hormones en folie sans qu'il n'y ait d'entre deux. On a du mal à comprendre ce que veulent vraiment les personnages, ce qu'ils ressentent. On sait qu'ils s'aiment, mais ils passent leur temps à se trouver de faux problèmes ou à avoir des réactions démesurées face aux situations pas si ouf qu'ils affrontent, pour finalement ne jamais s'en tenir à ce qu'ils avaient décidé à la base. En gros, ce sont de vraies girouettes, et c'est très désagréable de suivre des personnages qui changent d'avis constamment. Problème numéro 2, la romance stoppe totalement l'avancée du peu d'intrigue qui se met en place le long du tome. Oui, j'aime beaucoup ce petit couple tout mignon, mais non, je n'ai pas envie de les voir se papouiller ou faire des crises de jalousie alors qu'ils sont censés s'inquiéter d'un danger mortel ou qu'ils ont des révélations scénaristiquement importantes à avoir ou à faire. Il y a un gros problème de rythme dans ce livre, déjà que le scénario n'est pas folichon et qu'on voit tout venir à l'avance, ce qui ne laisse aucune place à la surprise. Ça aurait été bien de travailler au moins correctement les moments d'action et les moments de romance, pas juste tout mélanger n'importe comment en espérant que ça passe. Surtout que j'ai eu beaucoup de mal à suivre les actions des personnages, les descriptions sont très mauvaises. Par exemple, lors d'un combat sur un train, j'ai eu énormément de mal à m'imaginer les positions de chaque personnage par rapport à ce qui était décrit. C'était un fouillis sans nom, au point que je ne savais plus qui faisait quoi, ni où, ni comment. Ça en devient carrément difficile à expliquer en fait, c'est dire mon trouble. Bien sûr, encore une fois, la traduction y est peut-être pour quelque chose, mais ce n'était pas mieux dans les premiers livres, alors je pense qu'il y a quand même un problème avec le style de l'auteur à la base. Cette critique est assez chaotique et j'en suis désolée, j'essaye d'éviter au maximum les spoilers. Comme dit, il y a peu de révélations donc je ne peux pas dire grand chose, au cas où comme moi vous seriez fan d'Alec et Magnus et vous auriez envie de découvrir cette aventure par vous-même. Dans ce cas, sachez que ça ne vaut pas trop le coup si vous vous attendez à une aventure épique ou une romance prenante, on en est loin, très loin.
Ça fait quand même plaisir de retrouver Alec et Magnus, je le répète, mais j'aime ces personnages et je suis vraiment déçue du traitement qu'ils ont eu dans ce spin-off qui leur est dédié. J'espère vraiment que ça va s'améliorer dans la suite, surtout qu'ils écrivent à 4 mains. De toute façon, je ne pense pas que ça peut être moins bon que ça. On est déjà à un niveau assez bas ici, malheureusement. En attendant de savoir si le niveau va miraculeusement remonter et donner à ces personnages l'histoire intéressante, prenante et émouvante qu'ils méritent, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.